Bon, on va tout de suite passer donc à la 4e rubrique donc de cette émission pour parler du comte de Monte Cristo, et Ekichi va donc céder sa place à Maxime. C'est parti, générique. Et j'invoque Maxime. Le comte de Monte Cristo, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Paletelière. Tout de suite, bande-annonce. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Vous n'avez donc aucune pitié. Et eux, ont-ils vu pour Edmond Dantès? Vous aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. De retour dans le studio de Chemical Productions, les amis, pour justement le comte de Monte Cristo. Donc avec Pierre Ninet, Laurent Lafitte, Bastien Bouillon, Anaïs de Moustier et plein d'autres personnes. J'ai envie de citer une personne qu'on n'a pas envie de... pas qu'on a envie, mais qu'on n'a pas l'habitude de citer dans un film en live action, ou en tout cas où on le voit en apparition. Mais on voit Jérémy Covillo, donc, qui est comédien de doublage, qui est comédien mais qui fait principalement du doublage. Donc, et dernièrement, vous l'avez entendu tout simplement dans la voix de Wolverine pour la bande-annonce de Wolverine et Deadpool. Donc, alors... Au vu des différents éléments qui sont passés dernièrement, comme quoi Constantin Papas avait fait la voix de la bande-annonce pour Star Wars Acolyte et ne fait pas l'acteur finalement dans la série. Est-ce que ça sera toujours le cas pour Jérémy Covillo et Wolverine? Je ne sais pas, mais en tout cas pour la bande-annonce, c'est bien lui qui est derrière les traits de Hugh Jackman. Voilà, j'avais envie de le citer. Le synopsis du film, très très simple. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Voilà, vous avez vu, j'ai mis de l'intensité dans ce synopsis parce que ce film est bourré d'intensité et de chuchotement. Alors, je vais laisser la parole à Maxou, puisque Maxou, c'était le film dont tu avais le plus envie de parler, je pense, ce soir. Donc, je te laisse la parole pour parler du comte de Monte Cristo. Alors, c'est surtout que c'est un des seuls que j'ai vu. Sur 4, j'en ai vu 2. Donc, évidemment... alors, les gars, attends 2 minutes. Les gars, vous êtes d'accord? Là, je l'ai quand même plutôt bien vendu. Oui, il avait envie de le vendre, etc. Le gars se taille. Non, pas la peine. Mais après, c'est pas grave. Au moins, j'en ai vu un et celui-ci fait partie, je pense, des meilleurs de ce soir. En tout cas, je pense qu'on sera beaucoup de cet avis. Voilà. Honnêtement, je vous le dis, de ce soir, c'est mon préféré. Ça reste subjectif. Sur voilà. 2 également. Voilà, mais honnêtement, voilà. Mais pourquoi c'est notre préféré, justement? La vengeance est un plat qui se mange froid. Même gelé, je dirais. Oh là là. Avec Maxime, non. Là, on va en avoir des expressions. C'est un film français dont... On connaît tous un peu l'histoire. C'est pas le premier. Gérard Depardieu l'avait interprété. Jean Marais également avant. Il y a eu des adaptations américaines. Eh bien, je trouve que celui-ci... Alors, c'est un film français, donc évidemment, on se dit budget. Alors, dernièrement, on a vu d'Alexandre Dumas aussi l'adaptation des Trois Mousquetaires en 2 parties. Voilà, ouais, justement, déjà, on va y venir. Le Comte de Monte Cristo, si vous allez le voir au cinéma, c'est quand même un film, c'est un beau film, un long film. Un beau bébé, il fait 2h58 minutes, ce qui est pas rien. Ce qui est, on va dire, déjà une bonne planification dans une journée quand on va au cinéma. Mais honnêtement, pour les 2h58 de film que vous allez voir, vous allez en avoir pour votre argent. Voilà, on ne sent pas les 3 heures passées. Honnêtement. L'histoire
Elle est bien ficelée. Voilà, et ça a été adapté, donc je pense qu'ils ont rajouté peut-être des choses qui n'étaient pas dans l'œuvre originale, mais ça marche. Les décors sont somptueux, les costumes sont magnifiques, les acteurs sont très bons. Au bout d'un moment, bravo quoi. Bravo, j'ai envie de dire, c'est le cinéma français qu'on aimerait voir un petit peu plus. Après, bon, on sait qu'on est assez bon dans ce style-là, on va pas se mentir. On va éviter tout ce qui est film de science-fiction. Là-dessus, c'est un peu plus compliqué. Et encore, il y a eu des belles propositions dernièrement, des trucs un peu plus auteurs. C'est le dernier pas le dernier combat, mais c'est le dernier voyage du réalisateur de Apache qui avait fait un film. Ouais. C'est bien ça ? Ouais, je crois que c'est ça, le dernier voyage. Le dernier voyage. Je sais que tu faisais référence au film de SF avec Lucchini. Ah non, Camille Cotin, et j'étais en train de c'est dire, pas mais genre c'est l'Empire, ça. Ça, c'est Si, l'Empire. ouais, un truc J'avais comme très ça. envie de le voir, mais ils l'ont pas programmé assez longtemps. Et puis apparemment, c'est quand même bien pourrave. Oui, mais bande-annonce, moi, c'est je m'attendais cheap, à voir notre Turkish Star Wars, tu vois. Ouais, notre Turkish Star Wars. Après, j'ai plus l'impression que ça ressemble à un clip d'Arial Dombal pour les JO plutôt que. Oh là. Vous avez vu ça ? Je l'ai vu. Non, Oh là là, je vous le montrerai en off. Oula. C'est une petite pépite. Mon Dieu. Donc voilà. Alors, donc bravo pour le cinéma français. Oui, Ça, bravo, je suis d'accord parce avec que toi. bon après on sent que voilà il y a du budget quand même avec toutes ces productions qui ont participé, M6, Canal+, Pathé. Enfin voilà, il y a du budget. Le film a coûté environ 43 millions d'euros. Donc ce qui le classe 28e dans les plus grosses productions françaises, en tout cas avec le plus gros budget. Voilà, Ah ouais. C'est le 28e. Le premier étant Luc Besson, Valérian, avec 197 millions, je crois. Ouais. Donc voilà, là on en est loin, et pourtant, ça marche. Après, pour Valérian, il y a vraiment aussi une histoire derrière quand même tout ça. Donc Valérian a été tourné les trois quarts du film à la Cité du Cinéma, dans ses studios. Dans ces studios, oui. Voilà. Ça a fait appel à je sais plus combien de milliers de personnes en termes de techniciens, de figurants et tout ça. Donc ça a créé de l'emploi. Et surtout, c'est grâce à Valérian qu'il y a eu le système de déduction d'impôts donc pour les réalisateurs français et étrangers qui viennent tourner en France maintenant. Et c'est pour ça que Christopher Nolan a bénéficié de ça pour tourner Dunkerque à Dunkerque. Voilà. Merci pour la petite histoire. Ah ouais, en tout cas pour vous dire, c'est derrière Valérian qui n'a pas marché, ça a quand même bien sûr. découlé sur beaucoup 200 de choses. millions quand même. Et là, en tout cas, le Comte de Monte Cristo, ils ont quand même tourné des séquences en France, mais ils ont été tournés à Malte aussi. Donc on en discutait, les grosses productions américaines y vont aussi. Jurassic World Bien sûr. 3 y avait été aussi. Donc, Mais des décors sont magnifiques dans le film. Il y a tout qui fonctionne. Il y a aussi de l'amour, il y a des petites larmichettes quand même à certains moments. Donc ça fait plaisir. Larmichette, j'irais pas dire là, mais par contre, il y a eu du poil, il y a eu la sensation du poil quand même. J'avoue. Lulu, qu'est-ce que t'as pensé toi du Comte de Monte Cristo ? Et moi j'ai une phrase à dire, c'est qu'est-ce que Pierre Ninet ne sait pas faire ? Parce qu'au final en fait il est très bon dans tout ce qui touche en fait aujourd'hui. Ouais. C'est un début de carrière un peu où il était un peu oubliable, mais là ces dernières années au final. Qu'est-ce que t'entends par exemple là, quand tu dis ces dernières années, c'est quoi les projets qui te viennent en tête en tout cas pour le caractériser lui ? Est-ce que tu je penses saurais à pas te dire, La mais Flamme, le Flambeau, Fiasco ? Ouais, autant du comique que du sérieux. Ouais, c'est ça en fait. Il touche à tout au niveau du genre qu'il aborde dans chaque truc où il apparaît. Mais je trouve qu'il est bon dans tout ce qu'il fait en ce moment. Ah oui, non mais après Donc, que ce soit ça, quand tu vois que le mec pour le film il s'est préparé, l'escrime, il parle d'autres langues, la natation, l'apnée, tout ça. c'est vrai, j'en avais entendu parler de Je te ça. rejoins là-dessus. Quand il parle d'autres langues, c'est impressionnant. Ah oui, non, C'est franchement, impressionnant. Oui, Ouais, il après- parle grec, donc c'est avec Haïdé, si je me trompe pas, c'est du grec grec-italien, c'est sûr. Ouais, ça doit être Italien, un truc, avec celui qui le forme là. Ouais. Et puis après peut-être du grec. Il y a au moins 2-3 langues. Ouais, de l'anglais aussi. Quand il Ah imite, oui, de l'anglais. Oh, l'anglais est génial, l'imitation. impressionnant, hein. Franchement, si c'est lui. C'est lui. Parce que je sais qu'il c'est est lui. très bon en imitation, etc. Mais franchement, rien que la prononciation de Duo, elle était parfaite, quoi.
Ouais, ça c'était ouf. Ouais. Ouais, non, mais c'est lui qui est derrière Ça, c'est le Lord anglais. le Après, Lord je- anglais. Je sais pas si c'est du grec ou du slave par contre. peut-être le vu qu'elle Parce est, qu'elle est vu qu'elle- roumaine, non, l'actrice. L'actrice Elle est est roumaine. roumaine, mais vu que comment elle a été revendue du coup à une tribu valaque. Les valaques c'est des slaves et Ah oui, tu as Elle raison. était moi j'ai ottoman, l'impression et- que Oui, tu as raison. Je dis peut-être de la merde. En fait, le truc, c'est que je me suis fié à son prénom parce qu'il l'appelle Haïdé et puis il dit que Ouais. c'est un prénom grec. Haïdé. Haïdé, ouais. Et donc voilà quoi. On n'en a pas parlé, mais j'aimerais souligner un des nombreux personnes qui a pu contribuer à la réussite de ce film, en tout cas à mes yeux, c'est Jérôme Rebautier, qui est le compositeur de la musique de ce film et qui est magnifique. Incroyable. La musique, le trésor, qui est le thème qu'on retrouve principalement dans tout le film, je l'ai trouvé absolument magnifique. Très super-héros dans la façon d'amener ça. Et c'est vrai que le Comte de Monte Cristo, comment il le présente, c'est un petit peu les prémices d'un héros masqué qui veut faire l'ombre. J'irai pas dire Batman parce qu'il y en a eu plein d'autres, mais c'est les prémices d'un héros, d'un super-héros masqué qui veut justement C'est un petit peu beaucoup vengeance quand même. Hein. Ouais, mais déjà normalement lui, un super-héros, la plupart du temps, il doit sauver les gens, il doit pas les tuer. Ou... Ouais, mais regarde Batman à la base. Alors, et d'ailleurs, oui, mais en vrai, il ne les tue pas, puisque il a son credo de il y a, je ne il y a tue le jamais. fils qui tue son père, et lui, en fait, à la fin, ne le tue pas. Donc, effectivement, il n'a pas cet esprit de tuer les gens. Et puis l'abbé Faria le dit, hein. Il lui dit globalement quand il lui donne l'accès au trésor, il lui dit maintenant il est à toi, c'est à toi de Oui, faire de faire le bien ou le mal. Oui. de faire le bien ou le mal. Et on sent que sur certaines élaborations du plan, il est plus du côté du mal, mais par contre sur les trois quarts du plan, Oui, de toute façon, il est clairement orienté sur le mal à partir du moment où il va dans l'église et qu'il dit clairement Oui. à Dieu qu'il va faire ce que lui ne sait pas faire et qu'il va choisir qui doit vivre et qui doit mourir. c'est vrai, tu as raison. Donc là, voilà, tu vois déjà qu'il est en train de prendre un peu, il essaie de prendre la pleine puissance en fait sur ça. Qui doit être puni et qui doit être Voilà, tout à récompensé. fait. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé honnêtement du film à part de la performance de Pierre Ninet? Est-ce que tu as vu incroyable. Franchement, les décors, c'est magnifique. Au niveau de les mises en scène, c'est vraiment, enfin, c'est fou. Vraiment, sur tout le plan technique, le film est vraiment incroyable. Hein. Mais ça, je rejoins Pierre Ninet qui l'avait dit en interview. Il avait dit c'est dingue d'avoir eu limite des techniciens se donner autant de mal pour faire les choses aussi bien et aussi beau sur toute chose, et ça se ressent. Il n'y a pas une once de plan où ça paraît fake, il n'y a pas une once de plan où tu te dis ça fait un peu on sent que là on est dans un film français. Là j'ai pas du tout senti puis ça souvent, une tu seule vois- seconde sur les 2h58. Non, puis surtout les décors, à chaque fois tu vois quelque chose, tu dis waouh, c'est beau quand même. Ah oui, hein. mais C'est oui, magnifique. rien que la scène d'intro quand il est dans l'eau et tout, tu vois, enfin. Avec les bateaux la en couleur feu. de la Ah, c'est couleur de magnifique. l'eau, les lumières du bateau en feu, tout ça. Ce qu'on beau, disait quoi. avec GG, on voit le map painting derrière du bateau qui tombe, etc. Mais par contre, on voit que c'est, vu que c'est un peu dans le flou, etc., ça passe, c'est magnifique. Tu vois, il y a beaucoup de scènes comme ça. Tu parlais du manoir aussi en sortant Ouais, bah, du film. Le manoir, oui, on voit bien qu'il y a 2 étages d'ajouter en FX, etc. Mais en vrai, le tout est cohérent. Et puis il y a l'effet waouh ah la vache, t'as pris un manoir bien français du style du coup après la Révolution, etc. Et puis du coup, hop, tu rajoutes des étages et tu rajoutes un côté arabisant, etc. Puisque le personnage est censé avoir voyager, etc. Et que du coup, il a énormément d'influences de la Sicile, de la Sardaigne, etc. qui ont été énormément imprégnées de toutes les influences méditerranéennes, etc. Donc là, franchement, tu te dis, ah ouais, pas mal. Belle réinterprétation de l'architecture. Le map painting dans le... c'est quoi? C'est au port le vieux port de Marseille. On le voit un petit peu. On voit, Sur la Canebière. on le voit le décalage entre. oui. On le voit le décalage entre les accessoires qui étaient sur le plateau et le fond. Oui. Mais au final, c'est pas grave, ça ajoute au charme parce que du coup, tu rends vivant quelque chose qui l'est toujours, mais dont on a vraiment une autre image. Et là, tu te dis, ah ouais, putain, quand tu vois le port avec tous les voiliers, etc., à l'intérieur et tout ça, tu te dis, mais merde, ah ouais, putain, c'était ça. Ça a quand même une autre gueule qu'un port de plaisance, quoi. Hein. Oui.
Et ouais, non, et après, sinon, globalement, tout le reste, c'était très beau. Les costumes, là. C'est vrai que GG, toi, t'as vachement retenu les costumes. Ah, le costume du gamin, là, le prince. Le prince de. Enfin, le prétendu prince. Je sais plus. Je m'en souviens plus. Mais là, toute sa redingote verte, etc., là, dans sa dernière scène. Mais j'achète. Ah moi j'adore le vert, donc j'achète aussi. Hein, mais oui. L'esthétique du conte, quoi, l'espèce de costume cintré, style cuir et tout. Enfin, oui, j'aime bien. Mais j'aime bien. On va dire que finalement. À la fois, alors moi je suis d'avis, et là c'est un truc que tu nous as parlé aussi en sortant du film, puisque tu as eu l'occasion de voir les 2 premiers épisodes du Comte de Monte-Cristo avec Gérard Depardieu, et tu disais que dans l'adaptation, en tout cas dans le dialogue était très à l'ancienne. Oui. J'aime bien ce côté, moi, moderniser Il y a quand même des phrases où on se dit, mais attends, dans les années 1830, je pense pas que ces mots existaient, ou en tout cas, ils n'étaient pas dits. Donc après, c'est peut-être un des seuls anachronismes. Après, c'est sûrement fait exprès. Non, je me suis posé la question aussi des tatouages de Pierre Ninet dans le film, et en fait alors j'ai regardé le tatouage, vraiment les premiers salons de tatouage en France sont arrivés dans les années 1930 ou 1920, peut-être dans ces eaux-là. Après c'est un marin. Mais c'est un marin, et donc bon. Après, est-ce que c'était aussi bien fait à l'époque? Je ne sais pas. T'aurais pu faire ça à l'autre bout du monde. Ça m'a pas plus choqué que ça, mais je me suis posé la question. Par contre, j'avoue que le visuel qu'il a dans le dos est très détaillé. Oui, trop détaillé. Donc je pense que ça fait partie du film. Et il est vraiment magnifique. Sinon, moi j'ai beaucoup aimé. Avec un budget de 43 millions, il l'aurait effacé. Oui, c'est vrai. Sinon, pour dire une petite anecdote, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en fait, à la base, donc Alexandre Dumas, pour beaucoup de ses œuvres, il s'est inspiré de faits réels. Et donc pour le Monte Cristo, c'est aussi le cas, puisqu'apparemment, il s'est appuyé sur des archives policières, donc écrites par Jacques Pechet, et on y retrouve en fait l'histoire de François Picot. Et globalement, en fait, c'était un cordonnier à Nîmes, et son destin rappelle énormément celui de Edmond Dantès. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant de se dire qu'il s'est basé sur des faits. J'ai essayé de me renseigner énormément sur l'origine du trésor. Dans l'œuvre de Dumas de base, il parle du trésor des Spada. Donc j'ai plutôt l'impression que le trésor est lié à l'armée romaine et non pas aux Templiers. Ce qui est le cas des... voilà. Alors, on en avait parlé en off, mais je crois que c'est plutôt ce qui est dit dans la version avec Gérard Depardieu. Parce que je crois que maintenant que j'y repense, ils en parlent, mais c'est plus ça que le trésor des Templiers, ça c'est sûr. Le trésor des Spada. Oui. Donc je pense que celui de Depardieu, à mon avis, est une adaptation, on va dire, stricto sensu. Oui. Du Dumas en fait, d'où même le texte, même les phrasés, voilà, effectivement. Après, je pense que le côté, c'est peut-être aussi pour l'exportation, le coup du trésor des Templiers, ça va faire appel, enfin, c'est un espèce d'imaginaire collectif. Ouais. Moi j'ai adoré. Mondialo-occidental que tout le monde va avoir, y compris de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi parce qu'un film comme ça, Benjamin Gates notamment, alors que les Spada, ça va évoquer rien à personne. Un film comme ça, effectivement, on se dit qu'aujourd'hui, là, forcément, il va être exporté. Mais il faut. Il faut les amis. Évidemment, il faut dire, regardez, c'est français. Non mais regardez ce qu'on peut finalement faire en France. Enfin voilà, on peut faire ça ailleurs qu'à Hollywood. Exactement. On peut faire ça. Enfin voilà, c'est possible. On est d'accord. Il faut mettre le budget, mais c'est possible. En tout cas, quand un budget plutôt modéré, mais tout se paye. Le budget moyen en France pour un film est environ 4 millions d'euros. Enfin, on en est à 10 fois plus en fait pour ce film. Non, mais clairement. Et souvent, mais ça, j'avais vu, je t'en avais parlé, un podcast où Kev Adams, en fait, avait fait une intervention pour parler de la promo de Maison de retraite 2, si je me trompe pas, et il avait dit comme quoi les 3/4 des films en France ne sont jamais remboursés, en tout cas ne sont jamais dans leur clou. Voilà. Là, ce que vit le film d'Artus et ce qu'a vécu Kev Adams avec Maison de retraite 1, c'est quasiment c'est rare, quoi. C'est très très rare. Ce qu'a fait Intouchable, ce qu'a fait Bienvenue chez les Ch'tis, ce qu'a fait La Grande Vadrouille, c'est des trucs historiques du cinéma, quoi.
Et justement, Philippe Lachaud, donc on en a discuté donc lors de notre précédente émission. Philippe Lachaud, il a sorti son premier film, donc Babysitting, juste en même temps que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et en comparaison à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il était vraiment en dessous de fou. Mais les producteurs et les distributeurs lui disaient mais attends, mais là en fait les deux films vous êtes en train de faire un truc de malade. Bon, finalement Lachaud a fait quand même beaucoup moins que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu c'est 15 millions d'entrées, quelque chose comme ça. Le premier Philippe Lachaud il a dû faire un et demi million quoi. Ouais, mais bon, le film le coûte que dalle quoi. C'est un film en fan footage, ça coûte que dalle Babysitting. Oui, mais c'est le problème en fait, c'est-à-dire que quand deux films sortent en même temps et sont bons, bah il y en a peut-être un forcément qui va prendre le dessus. Alors que s'il aurait été tout seul à sortir à ce moment-là, peut-être qu'il aurait explosé les scores. Ah bah c'est possible aussi. Et bah il y a beaucoup de films comme ça qui n'ont pas fonctionné autant. Et il faut souligner que Philippe Lachaud, tous ses films a fait mieux que le précédent, ce qui est rarissime dans le cinéma français. Gary, ton avis sur Le Comte de Monte Cristo? Excellent. C'est un de mes films préférés de cette année, je pense. Avec Dune 2. Il est sorti cette année, Dune 2 Oui, il est sorti cette année. Donc oui, un de mes films préférés cette année. J'adore ce type de film qui se passe à cette époque. J'adore l'histoire, alors que je connaissais pas du tout l'histoire de base de Monte Cristo. On va être cash, on va être honnête. Personne autour de la table ne connaissait l'histoire du Monte Cristo avant d'aller voir le film. Voilà. Moi, globalement, j'avais déjà vu il y a très longtemps les films de, je crois, c'est en surface quoi, l'histoire en surface. Non, oui. Même ceux de Depardieu, tu vois, je savais qu'ils existaient, je les ai jamais vus moi. Je crois que je les avais vus il y a plusieurs années quand même. À l'époque où les téléfilms étaient diffusés, moi j'avais pas l'âge, c'était typiquement le truc qui allait m'ennuyer à mourir quoi. En plus de ça, à cette époque-là, tu me disais que c'était l'adaptation d'un bouquin. Alors là, je fuyais encore plus. Il fuyait en transpirant. Non rendez-moi ma Mega Drive. Donne-moi Sonic. Et du coup, je suis d'accord. Moi, je connaissais pas et je suis content d'avoir découvert l'histoire là, quoi. Avec ce film, je suis content de l'avoir découvert avec ce film, clairement. Donc voilà, puis on a évoqué les acteurs très bons. La réalisation très bonne, les décors excellents, les costumes excellents. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Mais en fait, il n'y a rien qui ne va pas avec ce film. Et tu l'as dit, honnêtement, je vous avais envoyé un message dans la semaine pour vous dire que quand j'ai vu Sans un bruit, j'ai pris une petite claque. C'est beau de se dire que cette semaine, j'ai potentiellement vu 2 claques qui vont terminer dans mon aller-retour. J'ai pris mon petit aller-retour cinématographique pour cette année. Dune reste honnêtement dans le sommet de ce qu'on a pu produire, en tout cas visionner cette année. Mais là, Le Comte de Monte Cristo et Sans un bruit, je vous avoue que ça a été l'aller-retour de ma semaine. Et en ce moment, je vois beaucoup de choses. Le Comte de Monte Cristo, c'est ancré quand même. Il y a des plans là dans ma tête. Mais on s'ennuie pas en fait. C'est 3 heures de film et il n'y a pas un moment où tu dis putain c'est chiant, c'est long. Non, en fait, t'es toujours en haleine. D'ailleurs, on y vient et on s'était rejoint en off, mais j'ai envie qu'on le dise aussi devant nos micros. Mais maintenant, avec le recul et qu'on sait qu'on peut se taper 3 heures d'un film français, très bien produit, etc., est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu sortir Les Trois Mousquetaires en un seul et même film? Bien sûr que si. Moi, je pense que si, parce que déjà, preuve, moi, j'ai très apprécié le premier. Je ne suis même pas allé voir le 2. Je sais pas, il y a eu un petit dédain. Non, peut-être je me suis pas plus intéressé que ça au 2. Et pourtant, le premier était très bien. Je me suis dit, il faut que j'aille le voir. Et après, quand je crois que vous l'avez vu, vous avez dit, il est quand même moins bien que le 1. Du coup, ça m'a aussi un petit peu dépité, je pense, d'aller le voir. Je te le prêterai en Blu-ray parce que je l'ai en Blu-ray là, depuis quelques mois. Et, avec plaisir. Mais honnêtement, je te le dis, je pense aussi que marketingment parlant, il aurait mieux fallu sortir les Trois Mousquetaires sur un film de 3 heures en réduisant potentiellement une partie du 1 et en réduisant une partie du 2 pour garder l'effet waouh que tu disais. Ouais, c'est ça, parce que le premier, il avait vraiment cet effet waouh de la caméra elle est en mouvement tout le temps. On n'est pas du tout sur la même réalisation que là d'ailleurs. Non. Les Trois Mousquetaires c'est Martin Bourgoulon. Oui, bien sûr c'est pas le même, pas le même réel, mais du coup rien à voir. On est capable donc de faire 2 films historiques, adaptés de Dumas, etc. Avec des costumes au top.
le tout au top à chaque fois, mais on est sur 2 réals complètement différentes. Et ouais, l'effet waouh du premier, dans le 2, tu l'avais plus. Parce que exit la caméra est en mouvement tout le temps et on te fait des plans séquences de ouf pendant des batailles, etc. Et puis l'enjeu, il est déjà moins. Il est moins dingue, et puis surtout, il est moins connu du grand public. Parce que l'histoire des ferrets de la Reine de France, ça on l'a tous. Par contre, l'enlèvement de sa bonne, on s'en bat tous les noix, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que le 2 est basé sur ça, sur les 3 mousquetaires. Et comme tu le dis, en fait, on a l'événement qui vient nous choper à la gorge à la fin du premier film, où on a envie de savoir. Et finalement, on a cette sensation en regardant le 2 qu'en 20 minutes, ça pourrait être rétabli. Oui, parce qu'en fait, c'est juste un prétexte pour finalement nous parler de Milady et de l'histoire qu'elle avait avec Aramis, Athos. Oui, avec Cassel, voilà. Ouais, c'est ça. Et une autre frustration qui est encore plus grande avec les 3 mousquetaires partie 2, c'est qu'on va te reterminer sur un cliffhanger pour t'amener sur autre chose qui est sûrement un 3, c'est ce qu'on avait dit globalement quand on avait vu. Et puis mais c'est qu'ils ont beaucoup de choses à dire. En fait, c'est pas ça, c'est que finalement, en termes de bouquins, oui. Les 3 mousquetaires, il y en a plus qu'un conte de Monte Cristo, tu vois. Le conte de Monte Cristo, il y a une œuvre, etc. Saga. Voilà, c'est une saga. Donc en fait, ils ont beaucoup plus de choses à raconter avec les 3 mousquetaires. Seulement, avec ce qu'ils ont raconté dans ces 2 films, je pense qu'honnêtement qu'un seul et même film de 3 heures, 3 heures et quart. Oui, ça aurait suffi. L'enlèvement de Constance Bonacieux, c'est une péripétie, c'est pas. Voilà. C'est pas un enjeu. Et on a ce côté un peu. Ça, c'est con à dire, mais quand tu termines les 3 mousquetaires 1 entre le plan séquence de la forêt où ils se battent tous, etc. Et tu aurais rajouté la bataille navale du 2 dans le même film, là tu te serais dit, oh putain, le cinéma français, mais incroyable. Surtout qu'en plus, ils ont été tournés en même temps. En deux films, quoi. Pourquoi le séparer en 2 films, tu vois? Et là, sachant que le Comte de Monte Cristo fait 43 millions, je crois qu'on avait dit que le 1 et le 2 fait 20 millions chacun, donc finalement, oui, on est sur 40 millions pour le 2 films. Mais là ça se suffit à lui-même. Après, c'est parce que je pense que du coup, cette formule-là du cinéma français, elle se cherche, et du coup, elle a besoin d'être rassurée sur le fait que ce soit rentable. Oui. Donc voilà. Et après, alors, vous parliez du fait qu'il avait que des qualités, ce film. Oui, il a pratiquement que des qualités. Son défaut, après, est-ce que ce serait pas de sortir au mois de juin, alors qu'il y a au moins 7 films que nous on voulait voir et qu'on parle de 4 films, là où au début on voulait en avoir que 3. Enfin, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas trop de choses à voir en ce mois de juin? Et est-ce que ça va pas le défoncer, quoi? Alors, tu as raison, je pense que le calendrier va être compliqué pour le Comte de Monte Cristo, parce que comme tu l'as dit, il y a énormément de films, entre vice-versa. Ça commence avec les vacances. Donc les gens, c'est sûr qu'ils vont partir au soleil, ils vont pas forcément avoir envie d'être enfermés dans une salle de cinéma. Alors, c'est même pas une question de ça, c'est que je vais te cacher, comme tu l'as dit, ils veulent partir en vacances. Ils viennent de se taper... ça fait 10 mois qu'il pleut. 10 mois qu'il fait un temps dégueulasse. Il pleut toujours. Non, mais honnêtement, ça fait 10 mois qu'on a un temps dégueulasse. Honnêtement, je pense que cette année, on a été écrasé par beaucoup de choses mentalement, honnêtement, sans rentrer dans des détails. En plus de ça, avant chaque départ en vacances, on va essayer de partir en sécurité. Donc, si tu as des frais sur ta voiture, tu les fais à ce moment-là. Tu n'as pas envie de dépenser ta thune au cinéma. Et après, tu payes tes vacances. Et quand tu payes tes vacances, où ta semaine elle est à 1 200 €, putain, tu fais quoi là, le truc là? Tu vas pas au cinéma. Tu vas pas au cinéma. Et tout ça sortent sur un site de streaming. Et voilà. Et en fait, le gros problème, on en est là, et c'est que les gens vont attendre. On a encore quelques irréductibles Gaulois qui vont au cinéma. Là, on a eu une belle preuve. On était un beau panel, on va dire, qui était avec nous, de tout type d'âge, vraiment. Et ça fait plaisir à voir. Dommage, la salle n'était pas pleine. J'espère qu'hier soir, la salle était pleine. Les gars, vous y avez été hier soir? C'était pas plein, il y avait un peu de monde, mais c'était sans plus. Et pour moi, la tranche d'âge, c'est plutôt... Oui, plutôt plus vieux que nous. Derrière nous, il y avait des jeunes. Et moi, j'ai entendu dire, la nana, le film commence, elle dit, par contre, si c'est nul, on dégage. Final, et ils sont restés? Ils sont restés jusqu'au bout. Bon, c'est bien. Que ça veut dire qu'ils ont trouvé le film attrayant quand même. Après, honnêtement, vaudrait mieux un comportement comme ça, de se dire, si le film est nul, tu te barres, plutôt que si le film est nul, on va dire, on va sortir son téléphone ou un truc comme ça. Vaut mieux ça quand même. Bien sûr, que... c'est interdit de sortir son téléphone lors des séances de cinéma, rappelons-le. Oui, c'est sûr. Mais bon, ok. Des choses à rajouter, les amis, sur le Comte de Monte Cristo. Vivement la suite.
Bah, il y aura non, pas de je suite. Je plaisante. Non, évidemment. Non, mais spécial. Enfin, moi, je salue la performance donc, de Anna Maria Bartolomé, qui, en plus d'être très jolie comme actrice, elle était super juste, etc. Et donc, si jamais il doit y avoir une suite au ADCU. Voilà. Le Alexandre Dumas Cinematic Universe. Trop un logo. Pour le coup, voilà, cette jeune actrice, elle ressemble énormément à Isabelle Adjani. Et donc, du coup, il y a la Reine Margot à adapter. Mais il y a beaucoup de jeunes acteurs dans ce film, je pense, qui vont peut-être avoir une carrière qui va démarrer. Franchement, mais je le souhaite. Ils sont bons. Ah oui, ils sont tous bons. Le jeune prince, il était pas mal. Albert aussi. Voilà, Albert était. Avec quand il pleure, pas mal, on sent vraiment l'émotion. Il était pas mal non plus. Bon, c'est vrai que Albert est bien. Improbable, le jeune homme, mais. Non, je trouve que Albert est plutôt juste. J'avoue que j'ai eu un peu de mal avec le Fernand du début du film, qui sur certains points est un petit peu. Je pense que c'est à cause du décalage d'âge entre leurs personnages et les acteurs. Qui est pas subtil et encore même, j'irais même plus loin. Tu vois, il y a un plan que j'ai trouvé un peu inutile dans le Comte du Monte Cristo, c'est quand il marche. Ouais, quand il marche et qui chouine là. Et je me suis dit, mais pourquoi tu le mets? Parce qu'en fait, pote, il m'a piqué ma cousine. En fait, et là, tu fais, mais non, c'est ta cousine, mec. Alors, oui, bon. Ouais, mais à l'époque, on s'emmerdait pas avec des petits détails comme ça. Autre temps, autre mœurs, mais merde. Alors, autre temps, autre mœurs, d'accord, mais surtout, on est des aficionados de Game of Thrones. On a l'habitude, on va dire, que des cousins et cousines s'enfilent. Bah, attendez. Ouais, quand c'est des cousins, c'est que des cousins. C'est que des cousins. Parce que dans Game of Thrones, ça va plus loin. C'est vrai que le TikTok et le short que l'on a fait sur justement Philippe Lachaud et plus ou moins le prélude du Comte de Monte Cristo vous avez explosé les stats. Je voulais vraiment vous remercier encore une fois. Ça nous fait chaud au cœur, honnêtement, d'avoir des stats pour une si petite émission, j'ai envie de dire, pour que nous, hein, parce qu'on va pas se le cacher, hein, derrière ce mur rouge et ce mur blanc, il se passe 3 bouts de ficelle où on oublie de mettre une batterie en charge et que finalement on est obligé d'arrêter le live et d'attendre 20 minutes. On n'est pas des pros, mais on essaye en tout cas à chaque fois de donner notre cœur à parler de cinéma. Et on espère que ça vous plaît. On essaye surtout, honnêtement, d'être assez juste dans les choix pour que vous puissiez découvrir des bons films au cinéma, pas forcément le film le plus attendu, mais le film le plus juste, en tout cas pour nous. Je pense honnêtement que Le Comte de Monte Cristo était attendu et c'est potentiellement le film, je pense, à aller voir ce mois de juin. J'ai pas vu Vice Versa, j'ai pas vu tout ça, mais honnêtement, voilà. Attention Lulu, je vais me faire attaquer. Je me fais attaquer par un moustique. Non, mais c'est pour vous dire à quel point on essaye d'être un maximum juste dans nos choix honnêtement, on n'est pas là à viser les vues sur YouTube. Clairement, sinon on parlerait de Marvel H24. On parlerait de DC, on parlerait des news, on parlerait de tout ça. On ferait des lives toutes les semaines, peut-être un peu moins travaillés, mais c'est pas notre but. Voilà. On est juste là pour partager une passion. Voilà, et c'est ce que je voulais dire en tout cas pour cette fin de chronique sur le Comte de Monte Cristo, et que si vous nous avez regardé sur YouTube, n'hésitez pas à passer sur les live Twitch, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne parce que vous êtes énormément à regarder nos vidéos et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir, les amis. Voilà.